sécuritaire, défense, assistance humanitaire. À Kidal particulièrement, la situation sécuritaire se stabilise selon Moji Amdi et la MINUSMA, rassure-t-il, reste disponible à accompagner les autorités maliennes pour un retour définitif de la paix et de la stabilité dans la partie nord du pays. Et ce courrier de condoléances du président de la République au président de la République fédérale d'Allemagne, c'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès le 10 novembre 2015 à Hambourg de M. Helmut Schmid, ancien chancelier allemand. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre exprimer à votre Excellence ainsi qu'à la famille de l'illustre disparu mes condoléances les plus émues. De M. Schmid, nous retenons l'image d'un grand homme d'État charismatique qui a joué un rôle important dans la construction européenne. En vous renouvelant mes sentiments de profonde compassion et de sympathie, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Fin de 4 jours de visite en Angola du Premier ministre, le chef du gouvernement représentait le président de la République aux festivités commémorant les 40 ans d'indépendance de l'Angola. Pour Modibo Keïta, le séjour angolais a été enrichissant. Il aura permis de définir certains axes de coopération entre le Mali et l'Angola. Le Premier ministre Modibo Keïta fait le bilan de son séjour angolais au micro de Mohamed Diarra et de Aboubakar Traoré. Nous sommes ici pour assister aux festivités du 40e anniversaire de l'accession de l'Angola à la souveraineté nationale et internationale. Nous sommes ici accompagnés par le ministre des Affaires étrangères et pour répondre à une invitation adressée au président de la République du Mali que nous avons l'insigne honneur de représenter ici. Comme vous le savez, les relations entre le Mali et l'Angola sont des relations tissées de longue date. Les autorités maliennes, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, ont contribué à la restauration de la paix et de la stabilité en Angola et particulièrement au succès de la lutte de libération nationale. C'est cela d'ailleurs que les autorités angolaises nous disent. Mais de notre part, nous avons estimé qu'au moment où le Mali était en pleine crise, au moment où le Conseil de sécurité des Nations Unies débattait de la démarche à suivre, l'Angola était président du Conseil de sécurité des Nations Unies, même à titre de membre non permanent. Et sa contribution au succès des résolutions fait aujourd'hui que nous sommes en devoir de venir assister ce pays. Vous savez également qu'une importante colonie malienne vit en Angola. Cela motive aussi le resserrement de l'union d'amitié et de coopération avec ce pays. Donc nous avons à notre arrivée été accueillis dans la plus pure tradition de l'hospitalité africaine. Nos premiers entretiens l'ont été avec le représentant du gouvernement angolais en la personne du ministre de l'Éducation nationale. Comme vous le savez, en Angola, le président de la République est en même temps le chef du gouvernement. Ensuite, nous avons rendu une visite de courtoisie au vice-président de la République de l'Angola. Nous avons échangé sur les voies et moyens devant permettre de renforcer la coopération entre le Mali et l'Angola. Puis nous avons assisté à toutes les festivités, à l'inauguration du Parlement angolais. C'était un joyau, l'hymne à la démocratie. Et nous avons pu constater que ce Parlement de 220 députés comporte au moins 38% de femmes. Ceci est une source d'inspiration pour d'autres pays, y compris le Mali. Le défilé, qui est l'expression de l'ordre, de la volonté de la jeunesse angolaise de s'assumer et d'œuvrer inlassablement pour le succès de la construction de ce pays. Vous avez dû constater que nous avons
été reçu par le président de la République de l'Angola, le président José Eduardo dos Santos, à qui nous avons remis un message écrit du président de la République. À cette occasion, nous avons expliqué au président de l'Angola la grande estime à laquelle le président Ibrahim Boubacar Keïta le tient. Et nous avons expliqué les péripéties de la crise malienne et aujourd'hui les efforts accomplis pour la mise en œuvre de l'accord de paix et de la réconciliation visant à restaurer la sécurité au Mali, préalable à tout développement. Et les autorités angolaises n'ont pas tari d'éloges en direction du Mali. Parce que le président de la République de l'Angola, le vice-président du parti MPLA ont une haute appréciation de leur relation avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils l'ont dit, et cela devait suffire pour motiver notre présence. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que le Mali est présent en Angola. Toutes les autorités nous ont entretenu de la contribution inestimable du Mali à la restauration de la paix à travers l'action d'un digne fils du Mali, Feu Alioune Blondin Beye, qui demeure aujourd'hui une figure emblématique en Angola. Nous en sommes fiers. Pour le reste, nous avons évoqué un certain nombre de questions avec les autorités angolaises. Tout d'abord, la nécessité de renforcer notre coopération en signant un cadre juridique qui doit permettre de créer une commission mixte au sein de laquelle nous discuterons de tous les aspects de notre coopération et dans tous les domaines. Nous avons également mis l'accent sur la nécessité de convenir d'un protocole d'entente entre nos deux diplomaties, le ministère des Relations extérieures de l'Angola et le ministère des Affaires étrangères du Mali, pour permettre d'harmoniser leurs points de vue sur les grandes questions d'intérêt commun. Ensuite, nous avons évoqué la situation des Maliens vivant en Angola, qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, sont confrontés à un certain nombre de difficultés. D'abord le renouvellement des visas, ensuite le regroupement familial. Les autorités angolaises ont déclaré qu'ils accordaient une attention particulière à cette doléance et qu'ils y réserveraient un traitement tout à fait particulier. Et le président de la République angolaise a invité les deux ministres à s'approcher pour concrétiser cette volonté. Ensuite, on se souvient, ça, ce n'est pas anecdotique. Quand nous avons rendu une visite au vice-président du parti, Roberto, qui était premier président de l'Assemblée nationale, au moment où le président Ibrahim Boubacar Keïta était lui aussi président de l'Assemblée nationale, il a évoqué la contribution du chef de l'État malien aux avancées extraordinaires de la libération de l'Angola, parce qu'il avait visité ce pays en pleine guerre, et selon les mots de Roberto d'Almeida. Alors c'est vous dire que nous espérons pouvoir tirer le maximum de profit au bénéfice de la coopération, parce que ce qui se passe en Angola est aussi une source de réconfort pour le Mali. L'Angola est sorti d'une crise, le Mali sort d'une crise, et nous avons à échanger des expériences dans la gestion de la crise qui vient de s'écouler. Les actions post-crise sont extrêmement importantes. Et les autorités angolaises sont tout à fait disposées à aller dans ce sens. Et elles m'ont chargé de transmettre au président de la République la haute appréciation du succès qu'il remporte et des actions qu'il développe en faveur de la paix, de la réconciliation et de la stabilité au Mali. Nous pensons donc que c'est une visite qu'il fallait faire pour resserrer les liens d'amitié et de fraternité entre le Mali et l'Angola. Et nous avons été particulièrement heureux de représenter le chef de l'État à cette cérémonie de commémoration de l'indépendance d'un pays frère.
En Angola, le Premier ministre Modibo Keïta a aussi rencontré nos compatriotes au nombre de 5000 dans un cadre empreint de cordialité et de fraternité. Les Maliens d'Angola ont expliqué au Premier ministre les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Parmi elles figure en première place le renouvellement des passeports. Envoyé spécial Mohamed Diarra, Bouakar Traoré. Cette rencontre à l'allure d'une réunion de famille a permis à nos compatriotes d'avoir des informations de première main sur la situation politico-sécuritaire au Mali. Les préoccupations soulevées par les Maliens vivant en Angola ont trait au renouvellement des documents administratifs tels le passeport, la problématique du foncier au Mali dont ils ne sont pas épargnés, la sécurisation de leur investissement. Parlant des conditions de vie et de travail de nos compatriotes vivant dans le pays de José Eduardo dos Santos, le président du conseil de base des Maliens d'Angola révèle que sur les 5000 Maliens recensés lors du dernier RAVEC, seulement 750 sont en situation régulière. Ces 750 aussi, 90% de leurs épouses et leurs enfants n'ont pas de documents. Donc c'est le plus grand problème que nous avons ici en Angola. Sur ce chapitre, le Premier ministre a rassuré nos compatriotes de la prise de certaines initiatives visant à renforcer les relations bilatérales entre l'Angola et le Mali. Il s'agit notamment de la signature d'un cadre juridique qui doit permettre de créer une commission mixte. Les autorités maliennes envisagent aussi la nécessité de convenir d'un protocole d'entente pour harmoniser les points de vue des deux parties sur les questions d'intérêt commun. Le chef du gouvernement a aussi expliqué à nos compatriotes le processus qui a abouti à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, une démarche pédagogique qui a rassuré nos compatriotes. Le Premier ministre nous a rassurés, puisqu'on peut être ici en paix, si le Mali n'est pas en paix, on n'est pas tranquille. C'est notre dernier recours. Quand ton pays est en paix, tu as de l'espoir, même si tu n'arrives pas à rester à l'étranger ou si tu as des problèmes à l'étranger, tu connais où tu vas rentrer, où déposer ta famille. Mais quand chez toi-même ça ne va pas, c'est le problème le plus grave. Le séjour du Premier ministre dans la capitale angolaise aura donc été un périple du donner et du recevoir. En tout cas, nos compatriotes ont quitté cette rencontre avec cette conviction de toujours servir le Mali. Et toujours avec les Maliens vivant hors du pays, le chargé d'affaires de l'ambassade de la République du Mali au Sénégal informe la communauté malienne résidant dans la juridiction de l'ambassade du Mali à Dakar de la mise en place de la commission administrative de révision des listes électorales et du démarrage de ces travaux ce jeudi 12 novembre 2015. À cet effet, le chargé d'affaires invite les ressortissants maliens de la juridiction à se présenter devant la dite commission pour la validation de la liste et, le cas échéant, faire procéder à un transfert et choisir leur lieu de vote. Les opérations prennent fin le 31 décembre 2015. Cet avis de réunion du ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, qui convie en réunion le lundi 16 novembre 2015 à 16h30 dans la salle de réunion de son département, les chargés de communication de la présidence de la République, de la primature, des institutions de la République, des départements ministériels, le directeur général de l'AGETIC et le gestionnaire de la cité administrative. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Le Mali, je vous le disais dans les titres, se dote enfin d'une loi sur la promotion du genre. Les députés ont au cours de la session adopté cette loi qui a pour ambition de faciliter l'accès des femmes aux fonctions nominatives et électives. L'adoption de la loi sur la promotion du genre est intervenue tard dans la nuit d'hier après plusieurs amendements. Compte rendu à Lucéni Touré. C'était la journée des femmes, ou presque, ce jeudi à l'hémicycle de Bagadagui. Le banc réservé au gouvernement était en effet occupé par le ministre chargé de la promotion de la femme et ses deux collègues en charge respectivement de la santé et des relations avec les institutions. Mieux, l'une des deux lois adoptées concerne les femmes. Le projet comprenant 3 articles fixe à au moins 30% le taux de chaque sexe pour les nominations dans les institutions et autres organismes de l'État, de même qu'il plafonne à une proportion maximale de 70% la part de chaque sexe dans les fonctions électives, y compris les conditions de recevabilité d'une liste de candidatures. En présentant le projet de loi, la commission spécialisée qu'il a élaborée
a fait le constat d'une véritable régression de la promotion des femmes, notamment dans les instances de nomination et celles électives. Il n'en fallait pas moins pour que les différents intervenants fassent valoir des considérations qui pourraient, selon eux, rendre difficile l'application de cette loi. C'est donc avec tous les arguments en leur possession que les partisans de cette loi sont parvenus à la faire voter avec 115 voix pour, 22 contre et 3 abstentions à la satisfaction du ministre de tutelle. Cette loi a été déposée ici il y a plus d'1 an et demi. Ça n'a pas été facile au départ. Et c'est tout à fait normal parce que c'est la première fois que nous tentons de défendre jusqu'au bout la loi. C'est vrai que nous avons été très patients, le département et tous les acteurs qui ont contribué à l'élaboration de la loi. Nous avons été patients et la commission saisie au fond, la commission travail, emploi, promotion de la femme, jeunesse et sport, a été une commission vraiment exemplaire. Les membres ont tout fait pour nous accompagner dans l'adoption de cette loi-là. Je suis très réjoui. On a eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'organisations féminines. On a rencontré les religieux, on a rencontré beaucoup de personnes ressources. Il y a eu aussi beaucoup de débats, les différentes observations, les critiques, les interrogations. Je pense que tout cela contribue quand même à éclairer la lanterne de nous tous et nous permettre aussi de mieux sensibiliser, de continuer la communication autour de cette loi parce qu'on veut vraiment apporter un changement et les changements sont le plus souvent liés à des décisions peut-être un peu difficiles. La deuxième loi adoptée par les honorables députés relative à un accord de prêt entre la République du Mali et l'Association internationale de développement IDA pour un montant de 26 400 000 droits de tirage spéciaux. Ce montant servira à financer les activités de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. Cette loi, défendue par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui fait ainsi son baptême du feu devant les parlementaires, a été adoptée à l'unanimité des 110 députés présents. Et l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF, qui a appris avec une énorme joie et une légitime fierté l'adoption par les députés du projet de loi sur le genre lors de la session du jeudi 12 novembre. À cet effet, l'APDF félicite vivement le gouvernement pour cette heureuse initiative qui vient honorer la lutte héroïque des femmes maliennes. Elle remercie les députés pour cette avancée notable qui confirme leur volonté politique pour l'émergence citoyenne de leurs sœurs. Suite de la visite du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat en 4e région, il a posé ce matin la première pierre de 50 logements sociaux à Massina, un vaste programme du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui consiste à doter tous les 149 cercles du Mali en logements sociaux. Envoyés spéciaux, Sidiki Balo, Agibou Koulibaly. C'est dans une ambiance festive que les populations de la cité des Gazelles ont accueilli le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et sa suite pour la pose de la première pierre de 50 logements sociaux dans la ville de Massina. Pour le chef de village et le maire de Massina, la réalisation de ces infrastructures permettra non seulement d'embellir la ville, mais aussi de contribuer à améliorer leur cadre de vie. Toute la population de Massina remercie le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour ses gestes. Nous avons toujours entendu parler des logements sociaux, mais les réaliser à Massina était un rêve. La réalisation de ces 50 logements permettra à certaines parties de la population d'avoir des logements et ça va améliorer notre cadre de vie, ça va embellir aussi la ville. Je m'associe vraiment à la voix de la population de Massina. C'est un engagement du président de la République de réaliser 50 000 logements durant les quinquennats. Aujourd'hui, c'est le tour de Massina. Hier, c'était à Tominia. Je pense que de fil en laine, tout le Mali sera vraiment outillé de ces logements sociaux. Le projet de Massina se réalisera sur 4 hectares. L'espace sera entièrement viabilisé. Le logement est de type F3 Toll avec une superficie de 72 mètres carrés sur des parcelles de 300 mètres carrés. Pour le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat,
Le souci constant du président de la République est de loger le maximum de Maliens. L'ensemble de ces cas a bénéficié du programme Koulikoro, Sikasso, aujourd'hui Ségou. Avec l'ensemble de cette cercles de Ségou, nous venons de boucler la première phase d'accès à un cadre de vie, à un logement décent. Une préoccupation qui aujourd'hui est fondamentale pour le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Chaque Malien doit bénéficier des fruits de la croissance, en termes d'infrastructure, en termes de confort. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat d'inviter les acteurs de l'État, des collectivités locales, du secteur privé et de la société civile au suivi strict des travaux. Ce programme de logements sociaux est donc un vaste programme du président qui consiste à doter les 49 cercles du Mali. Les femmes de Koumantou dans la région de Sikasso viennent de bénéficier d'une formation sur les techniques de transformation artisanale du coton. La session est organisée par le Centre de développement artisanal du textile et la CMDT. Envoyé spécial à Koumantou, Adama Koulibaly. Des compétences techniques existent chez nous pour lutter contre la pauvreté. C'est ce que le Centre de développement de l'artisanat textile a démontré avec l'encadrement des associations des femmes de Koumantou dans le cercle de Bougouni aux techniques de la transformation du coton. Les techniques sont la filature, le tricotage, le tissage et la teinture. Si vous prenez par exemple 100 kg de coton, transformé en coton graine, transformé en fibre, fait 40 kg. Les 40 kg aujourd'hui, en valeur ajoutée, transformé en falais, nous font 40 multiplié par 1500, c'est-à-dire à peu près 60 000. Donc, si vous regardez que si la CMDT vend à 900, ça veut dire que c'est 36 000. Si nous-mêmes nous cultivons notre coton, ça veut dire que nous avons déjà une économie de 60 000. Les bénéficiaires de la formation donnent l'assurance que les techniques apprises leur seront utiles. L'avantage de cette formation, c'est la lutte contre la pauvreté des femmes, l'emploi des métiers. Nous avons assimilé les données du formateur. Vu que le Mali est un grand pays producteur de coton, donc il faille quand même qu'on développe le système de transformation artisanale pour pouvoir booster quand même le taux de transformation artisanale de notre coton. Le département de la culture, de l'artisanat et du tourisme est prêt à accompagner ces femmes rurales de Koumantou. La filière coton textile occupe présentement plus de 4 millions de travailleurs et constitue le deuxième produit d'exportation de notre pays. Elle regorge encore d'importantes opportunités d'investissement et de création d'emplois qu'il nous faut saisir en augmentant la production du coton et la qualité de ses fibres. La particularité de ces métiers de transformation du coton est qu'elle réserve des places à toutes les couches. Activité du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne. Il a remis des tenues à l'association des pionniers du Mali et d'autres cadeaux aux bénéficiaires des bourses du secteur de la formation professionnelle pour l'Algérie. Le compte-rendu de Innaba. Ce geste du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne à l'endroit de l'association des pionniers du Mali est le témoignage du volonté de ce département d'accompagner les initiatives des associations de jeunesse dans notre pays. Cet équipement va permettre d'habiller 160 membres de l'association des pionniers du Mali. L'ensemble des pionniers du Mali souhaite voir se matérialiser la construction et l'inauguration du palais des pionniers en cette année de tous les espoirs du Mali, je vais nommer 2015. L'enseignement de l'idéal pionnier doit absolument devenir le moteur du développement de nos communautés, par la préparation physique et morale, par la formation civique et intellectuelle, par la culture de la responsabilité et de l'engagement chez les jeunes. Auparavant, le ministre Mohamed Babi, un bon éducateur, a prodigué des conseils aux 40 étudiants maliens pour des formations au niveau des brevets de techniciens supérieurs dans les centres de formation professionnelle en Algérie. Chacune d'entre vous, vous êtes les ambassadeurs du Mali en Algérie. Donc votre comportement doit être un comportement exemplaire parce que vous ne représentez pas vos individus, vous représentez le pays. Donc je voudrais vraiment que vous soyez des modèles, que vous soyez disciplinés à l'école, que vous puissiez respecter les lois, les us et coutumes de l'Algérie. C'est extrêmement important. Ces lauréats vont évoluer dans plusieurs filières, à savoir le BTP, l'informatique, l'agroalimentaire, la communication.
Le département de l'emploi et de la formation professionnelle prend en charge les billets d'avion et le complément de bourse. Signature de 2 conventions à l'université de Bamako, elles vont contribuer au rayonnement et au développement de la recherche scientifique dans notre pays. Alpha Mega. Des signatures pour sceller 2 conventions. Des conventions qui vont contribuer au rayonnement et le développement de la recherche scientifique de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Les 2 partenaires qui sont venus signer ces conventions sont l'Association de la diaspora professionnelle, universitaire et scientifique malienne de France et le projet canadien Justice, Prévention et Réconciliation. Ce projet comporte plusieurs zones de collaboration. C'est une approche d'accompagnement qu'on privilégie. On veut accompagner et on veut aussi apprendre des connaissances et de l'expertise des organisations maliennes comme l'université. On travaille sur 3 fronts complémentaires, justice, prévention, réconciliation. APUMAF répond à un véritable besoin de développement des activités intellectuelles, scientifiques et universitaires des Maliens de France. Nous affichons d'entrée de jeu cette volonté de mobilisation et de structuration d'un réseau d'experts susceptibles d'accompagner le développement socio-économique du Mali. Les responsables de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako ont salué ce partenariat entre leur organisation et les 2 structures. Les 2 conventions s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de votre université. Les 2 conventions vont nous aider à faire face à la mission à nous confier par les plus hautes autorités de notre pays. Souhaiter que ce partenariat soit fécond. Nos ancêtres les Gaulois ont dit que quand vous prenez la parole, ayez pitié de ceux qui vous écoutent. Et que les Bantous disent, celui qui veut tout dire annule tout. Le droit public et le droit privé sont entre autres filières de l'Université des sciences juridiques et politiques. Revue annuelle des activités de la composante communication pour le développement du programme Mali et UNICEF lors du jour de la session porte sur le bilan des activités menées au cours de la période 2015 et les planifications pour 2016-2017. Candécilla depuis Ségou. La session de Ségou s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération entre le Mali et l'UNICEF. Ce programme vise à accompagner le gouvernement dans la consolidation de la paix à travers l'amélioration de l'accès aux services sociaux essentiels de qualité, le renforcement de la résilience des communautés, la promotion de l'équité genre. Il s'agira alors pour la grande famille de la communication et de ses partenaires, constituée des sections communication pour le développement et communication externe, de planifier les activités au titre de 2016-2017, mais aussi de faire le point après un an de mise en œuvre du programme. La CIFORDI et la CEP ont appuyé le gouvernement dans la riposte contre la maladie à virus Loba, le long des zones frontalières avec la République de Guinée. Le dispositif du processus du changement social et du changement de comportement, la promotion de la cohésion sociale et du dialogue intercommunautaire a été également mis en place par la communication pour le développement. Des activités plus classiques, plus ordinaires, sur la prévention de la malnutrition, la prévention des violences faites aux filles, aux garçons et aux femmes, avec un focus sur le mariage des enfants et des mutilations génitales féminines ont été menées dans les régions à haute prévalence. Pour le directeur de cabinet du gouverneur de Ségou, cette session est opportune pour consolider les acquis de ce programme important pour un changement durable. C'est le lieu pour moi de vous saluer pour les efforts consentis dans le combat pour la consolidation de la paix, la lutte contre les maladies, en particulier celles frappant les couches les plus fragiles que sont les enfants. De son côté, au nom de l'UNICEF, Diagasek a réitéré le soutien indéfectible de son institution. Les travaux qui durent 2 jours vont permettre de dégager des pistes pour la mise en œuvre du programme à travers des recommandations susceptibles de contribuer à un développement durable du Mali. 5 milliards de francs CFA, 5 ans d'activité, 2 pays bénéficiaires, voilà un chiffre. Le tout nouveau projet lancé hier dans la région de Sikasso, dénommé Programme de gestion intégrée des ressources en eau du Niger, au Niger supérieur et du delta intérieur du Niger. Son but est d'améliorer la situation socio-économique et la réduction de la pauvreté au Mali et en Guinée. Nos envoyés spéciaux sont Alpha Mega et Abdraman Doka Traoré. Le fleuve Niger est un trésor.
une source nourricière dont le principal ennemi est le sable. La gestion intégrée de ces ressources en eau est une nécessité, d'où une cérémonie à cet effet. Il s'agit de la cérémonie consacrée au lancement d'un nouveau projet dénommé BAM-GIR. Ce projet se justifie par un besoin d'aller à la gestion intégrée de ces ressources en eau, c'est-à-dire aller à un partage équitable des rares ressources qui existent entre les différents secteurs et entre les différents usagers. Le Pays-Bas est engagé dans le domaine de l'eau plus de 35 années ici au Mali, dans le cadre d'Office du Niger, mais aussi dans le cadre de gestion du fleuve Niger. Le projet est financé par les Pays-Bas pour un montant de plus de 5 milliards de francs CFA. Pour une durée de 5 ans, le projet s'articulera autour de 3 grandes orientations. Nous allons développer un observatoire dont les résultats seront des outils d'alerte précoce pour les différents usagers des ressources en eau. La deuxième composante, c'est que nous allons développer des outils d'allocation de la ressource en eau entre les différents usagers et entre les différents secteurs. Et la troisième composante va concerner la mise à grande échelle. Je puis vous assurer que le ministère de l'Énergie et de l'Eau ne ménagera aucun effort pour apporter l'accompagnement nécessaire à l'atteinte des objectifs assignés au programme BAM-GIR. Le delta intérieur du Niger, le Niger supérieur sont les zones d'intervention du projet. Le Mali et la Guinée sont les pays concernés. Nous voulons que ce programme GIR, avec la COP21, fasse des programmes qui puissent aménager les effets du changement climatique en Guinée. C'est la commune de Baya, dont comprend Sélengué dans le cercle de Yamfoulila, qui a abrité la cérémonie de lancement. Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance des présidents des organisations professionnelles agricoles éligibles pour l'élection des 5 membres devant siéger à la Chambre régionale d'agriculture du district que le scrutin se déroulera le samedi 14 novembre 2015 dans les locaux du gouvernorat du district de Bamako de 8h à 18h. La coordination des femmes d'Ansongo se mobilise pour la paix à travers un forum qui regroupe toutes les composantes de la localité, une occasion pour les uns et les autres de se parler et d'évoquer les différents problèmes qui entravent le vivre ensemble. Envoyés spéciaux, Modibo Mariko et Moulay CDB. Ansongo, à 95 km de Gao, les cercles abritent 156 000 âmes. La population, composée essentiellement de Songo, Tamashek, Arab, Pel, Bozo, est bien décidée à tourner dos à la crise. À l'initiative de la coordination des femmes d'Ansongo, les communautés de la localité, à travers une forte mobilisation, ont montré leur adhésion pleine à la paix et à la réconciliation dans notre pays. Monsieur le ministre de la Réconciliation nationale, voilà donc les femmes d'Ansongo à vos côtés, au service de la paix, de la cohésion sociale et du nécessaire vivre ensemble pour lequel elles sont venues de toutes les communes nomades. Elles sont venues avec joie et espoir vous accueillir et renouveler leur engagement pour construire ensemble le mur de la paix. Construire la paix, mais surtout se donner la main pour bâtir leur localité. Cela passe d'abord par un diagnostic sérieux des problèmes qui se posent à la bonne marche du vivre ensemble. Ce forum de 3 jours est dédié à cet exercice et il a, en plus du soutien des autorités du Mali, celui de la MINUSMA. Il nous tient particulièrement à cœur que vous puissiez mûrir ensemble des stratégies dans un cadre entièrement dévolu à la communauté que constitue ce forum des femmes d'Ansongo. Il est important de canaliser vos efforts pour renforcer chez vous les valeurs de la cohésion sociale et le sens de la responsabilité dans la recherche de la paix. Les femmes d'Ansongo ne sont pas à leur première expérience. Le coup d'essai en faveur de la paix est parti l'année dernière et le coup de maître qu'est ce forum vient non seulement consolider ses acquis, mais aussi à la faveur de la signature de l'accord de paix permettre de s'inscrire dans la nouvelle dynamique de la paix. Bravo, bravo, bravo aux femmes. Elles sont des battantes. Ces femmes d'Ansongo sont venues jusqu'à Bamako pour demander l'organisation de ce forum et elles ont été chercher même les réfugiés qui étaient au Niger pour les amener. Pour dire qu'on est obligé de s'entendre, on tourne la page, les règlements de compte il faut oublier. Il y a aussi l'espoir qui renaît derrière tout ça.
une population qui se met au travail. Tous ces commerçants qui reviennent arabes, je vois le marché, il faut que les gens savent que le Nord est en train de revivre. Le Nord est en train de reprendre sa place dans le giron de la nation malienne. Les femmes d'Ansongo, au cours de la rencontre, ont reçu de la part des ministres de la réconciliation nationale la somme de 8 millions de francs CFA. Cet argent alimentera un fonds qui servira à financer les activités génératrices de revenus. La coordination des femmes en retour a remercié les ministres en lui faisant cadeau des produits issus de l'artisanat local. L'association des forgerons d'Ansongo, de son côté, a remis un tableau à la MINUSMA pour saluer les efforts qu'elle déploie au service de la paix dans la localité en particulier et le Nord en général. Les rapports de la télé régionale sur la gestion des frontières tenues à Niamey et au Niger sont au centre d'une rencontre ici à Bamako. Les résultats obtenus devront contribuer à la sécurité des frontières et à la promotion d'une approche régionale. Moussa Fani, compte rendu. La sécurité des frontières dans le Sahel est devenue de plus en plus préoccupante. C'est la raison pour laquelle l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, prend à bras le corps le sujet pour une meilleure gestion des frontières. Pour y arriver, l'implication de tous les pays concernés est nécessaire, selon le chef de mission de l'OIM au Mali. Tous les pays de la région doivent travailler ensemble pour une meilleure gestion des frontières. Deuxième élément qu'on pourrait retenir aussi, c'est que non seulement cette coordination entre les différents États dans la région est importante, mais aussi la coordination des différents acteurs qui interviennent dans le soutien à la gestion des frontières est aussi très important. Pour les autorités nationales et les partenaires de l'OIM, la gestion des frontières est un enjeu de première importance pour la sécurité au Mali. La recrudescence du trafic d'armes et de drogue gangrène la région plongée dans une anarchie inquiétante et où sévissent des trafiquants de tous bords. Cette situation d'instabilité et d'insécurité interpelle l'ensemble de la communauté internationale. C'est pourquoi le gouvernement du Japon a décidé de financer 2 projets régionaux complémentaires. Les frontières aujourd'hui présentent des défis énormes. Défis sécuritaires, défis du développement. La sécurité et le développement des espaces frontaliers dépassent largement aujourd'hui les capacités individuelles des pays. Les résultats obtenus de l'atelier de Niamey devront contribuer à sécuriser les frontières et à promouvoir une approche régionale dans les pays du Sahel. Il s'agit notamment du Niger, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Mali. Réunion des acteurs du programme d'éducation des populations pastorales de la zone transfrontalière Mali-Mauritanie à Yélimane, c'était pour faire le point des activités. Ils ont fait une analyse aussi des difficultés rencontrées. Kabadiara. Cette rencontre de Yélimane, initiée par l'ONG Delta Survie, aimée pour aider, est une opportunité pour les acteurs pédagogiques du programme d'éducation-formation des populations pastorales en zone transfrontalière PrEP de voir ensemble l'exécution des activités de la campagne 2014-2015. L'exécution en question concerne tous les volets où sont engagés les différents acteurs, techniciens, responsables administratifs, communautés d'éleveurs des différents pays concernés. L'objectif est d'offrir un cadre d'échange entre les acteurs pédagogiques, opérateurs services déconcentrés de l'État pour mieux tirer des enseignements des réalisations écoulées ou en cours en vue d'un meilleur recentrage des actions sur le PrEP dans la zone transfrontalière Mali-Mauritanie. L'objectif même recherché, c'est de capitaliser les acquis, d'identifier les forces et les faiblesses au courant de l'année, et puis de proposer des solutions et faire établir une feuille de route pour l'année à venir. C'est vraiment un bon outil d'intégration. Les Mauritaniens se sentent très à l'aise ici, puisque la première partie même c'était en Mauritanie, en Tientan. Donc nos gens ont été là-bas
Ça s'est bien passé. Ces rencontres de bilan pédagogique sont l'occasion pour les opérateurs de la zone concernée de discuter franchement de leurs préoccupations pour exprimer les enjeux de la transhumance et des transhumants dans le contexte de l'éducation-formation des populations mobiles en zone transfrontalière. Yélimane est la ville jumelle de Tentan. Nous sommes dans un programme sous-régional qui implique 7 pays, Mali, Mauritanie, Burkina, Bénin, Togo, Niger, Tchad. Ce programme vise essentiellement l'éducation des populations pastorales nomades. Le programme d'éducation-formation pastorale en zone transfrontalière PrEP, appuyé par la DDC suisse, est en cours de mise en œuvre depuis janvier 2014. L'ambassade de Belgique au Mali a fêté son roi au restaurant du Parc National. C'est en effet le 21 juillet 1831 avec le roi Léopold Ier que la Belgique devenait une monarchie constitutionnelle. La fête du roi belge est célébrée chaque 15 novembre. Marianne Sagara y était. L'unité, la liberté et l'espoir de vivre en paix dans une nation multicolore, ce sont là les valeurs de la Belgique et en même temps du Mali qui ont été chantées par la chorale de la cathédrale pour un rappel de haut niveau qui remonte en 1830, la fête du roi. Cette fête est aussi celle de la communauté germanophone de la Belgique indépendante. La Belgique est caractérisée par son histoire complexe et par sa diversité de sa population. Le gouvernement fédéral belge a comme lourde et double tâche de moderniser d'une part l'État fédéral en tenant compte des aspirations des régions et des communautés d'autre part, et de guider la Belgique indemne à travers l'actuelle crise économique mondiale. Des défis qui ne sont pas inconnus aussi au Mali. Le représentant de la Belgique au Mali a évoqué les moments difficiles de notre pays qui sont devenus une préoccupation majeure pour tous. Mais pour la stabilité nationale, ce partenaire de taille réitère son engagement. Depuis son indépendance, le Mali, un pays dont la superficie est 40 fois celle de la Belgique, a été confronté à des crises institutionnelles et sécuritaires qui ont mis son indépendance et son unité en péril. La crise politique au Mali, en 2012, remonte après presque 4 ans déjà. Mais elle continue à dominer le discours politique à tous les niveaux de la société malienne, voire même internationale. La particularité de la fête du roi a été la prestation de la chorale de la cathédrale de Bamako. La Belgique, une monarchie constitutionnelle, a toujours appuyé le Mali dans le secteur du développement, de la sécurité et de la paix. Célébration demain de la journée mondiale du diabète. En prélude à l'événement, la Fédération nationale des diabétiques du Mali a tenu une conférence de presse. Les journalistes ont été informés des activités et missions de la fédération et sur les dangers du diabète. Nyanya Aliou Traoré. Aujourd'hui, le diabète figure parmi les grandes pathologies silencieuses du siècle. Selon la Fédération internationale du diabète, en 2013, il a touché plus de 300 millions de personnes à travers le monde, entraînant la mort de 5,1 millions de malades. Le continent n'échappe pas à cette escalade. La même fédération annonce en effet que l'Afrique connaîtra une fulgurante progression dans les 20 prochaines années avec un doublement de sa prévalence. Question: l'Afrique a-t-elle les moyens nécessaires pour lutter contre le diabète? L'Afrique peut très bien gérer le diabète parce qu'avant on ne connaissait pas le diabète, parce qu'il n'y avait pas l'obésité, parce qu'il n'y avait pas ces pratiques culinaires qui ont changé. Donc il faudra que la presse nous aide à divulguer les bonnes pratiques d'alimentation. Ça déjà, ça fera 50% de moins de surpoids, de moins d'obésité et de moins de risque de diabète. Qui est sujette au diabète? Comment l'attrape-t-on? Quels
Que doit-on faire pour l'éviter ou encore quelles sont les bonnes pratiques à observer? Le professeur Sidibé Assatraoui donne des pistes de solutions. N'amenez pas à locaux à la maison que tout le monde mange matin, midi et soir. Même s'il prend une fois un repas par jour, il n'amène pas les produits trop sucrés. Le riz blanc n'est qu'un prétexte. C'est la sauce qui accompagne ce riz blanc qui pose problème. C'est le gras qu'il y a dans la sauce. Parce que même ici, on dit prendre du fonio, prendre du riz et tu évites le diabète. Mais si vous prenez votre fonio avec des pâtes d'arachide, vous n'avez rien changé. Vous n'avez rien gagné, au contraire. Donc, oui. Donc, c'est la sauce, c'est le gras qui accompagne les céréales qui posent problème. Ce n'est pas les céréales en tant que telles. Donc, il faut qu'on éduque nos gens que le gras n'est pas une panacée. Et toutes les femmes ici, quand ça, on mange, si l'huile ne vient pas jusqu'au coude, on n'est pas content. Donc, il faut qu'on apprenne ça aux gens. C'est ça l'importance de la chose. Et l'activité physique, c'est des moyens très faibles, mais c'est ça. L'espoir est donc permis, toujours d'après le professeur. On peut vivre avec le diabète en ayant une bonne hygiène de vie, avec à la clé une activité sportive régulière. Tout à fait, Nyanya Aliou Traoré, centenaire du président Modibo Keïta à Sikasso. Il a prévu une série d'activités pour rendre hommage au premier président du Mali indépendant. Écoutons le président de la commission d'organisation. Il est au micro de Sékou Konaté. Ça a été un merveilleux cadeau pour la région de Sikasso, par le choix qui est fait sur la ville de Sikasso, qui est fait de la ville de Sikasso pour abriter cet événement. Je lance un pressant appel à l'ensemble des populations de la région de Sikasso, à la population de la ville de Sikasso, de faire du 14 novembre, date retenue pour la commémoration du centenaire du président américain à Sikasso, d'en faire une fête grandiose, à la mesure et à la dimension du personnage que nous commémorons, soit à la hauteur de la noblesse de la mission de Modibo Keïta, au service de l'Afrique, ou au service de l'unité de l'Afrique, ou au service des jeunesses d'Afrique. 80 tonnes de faux médicaments et produits impropres à la consommation, plus de 1000 kg de chanvre indien et la saisie d'amphétamines. C'est la grosse surprise de la brigade mobile d'intervention des douanes maliennes au titre de l'année en cours 2015. Donc, pour plus de performances, les partenaires français viennent de doter la douane d'équipements supplémentaires. Souleymane Kenza Sidibé. Les douanes ont deux missions essentielles: générer des recettes pour le pays, protéger et préserver la vie des populations, toutes choses qui nécessitent la lutte contre les produits dangereux, les drogues et la criminalité transfrontalière. Les douanes maliennes excellent en matière, c'est depuis la coopération établie avec les douanes françaises. Ainsi, la brigade mobile d'intervention a saisi plus de 80 tonnes de produits dangereux pour la santé humaine en 2015. Les résultats que vous voyez aujourd'hui sont très probants. Ce qui nous vaut la récompense de nos partenaires. Quant au directeur et le représentant de l'ambassade de France au Mali, tous soulignent la nécessité de renforcer les hommes en équipement, plus de combativité contre la fraude et les crimes de tout genre. Les équipements fournis comprennent des menottes à usage unique, des gilets, des téléphones portables et des armes pour se défendre face aux délinquants. À leur dire, le Sahel est aujourd'hui une zone de prédilection des criminels, surtout ceux qui s'adonnent au trafic illicite, d'où il faut doubler d'efforts et de vigilance. Après Davido, Bamako reçoit une autre star nigériane. Il s'agit de Wizkid. Arrivé aujourd'hui dans notre capitale, Wizkid sera en concert live demain samedi au stade Modibo Keïta. L'événement est organisé par Bay Entertainment. Mohamed Ould Mamouni était à l'accueil. Wizkid, dont le vrai nom est Ibrahim Ayodeji Balogun, est actuellement l'un des artistes nigérians qui cartonnent dans l'industrie de la musique afrobeat. Sa carrière musicale a dépassé les frontières africaines et pour preuve, l'homme côtoie aujourd'hui les grandes stars comme Akon, Cardinal Official ou encore Young Jeezy. Bamako accueille donc une grande star de la musique internationale. Je veux bien que la jeunesse malienne aille
à la découverte des artistes internationaux. Encore montrer aux yeux du monde, bien sûr, que le Mali, c'est un pays de paix, un pays de prospérité, et que la jeunesse malienne a le courage de faire ce que j'ai fait. La star nigériane, qui s'est dit émue par l'accueil, promet du show pour le public malien. I love it, man. I love it. I can feel it. Il aime vraiment être ici. Ça a été très bien. La population a vraiment répondu à l'appel. C'est vraiment un plaisir ici. Today, so we've been rehearsing to do shows back to back. Rendez-vous est pris pour demain samedi au stade Modibo Keïta. Wizkid sera accompagné par une pléiade d'artistes maliens. Voilà pour la jeunesse malienne. Basketball, le championnat de zone 2 de 3 contre 3 qui se joue demain samedi et également dimanche au Palais de la Culture de Bamako. Les 2 finalistes seront qualifiés pour l'Afro-Basket 2016. Les experts de la FIBA et la Fédération malienne de basketball étaient devant la presse ce matin pour plus d'explications. Les détails avec Kodisibi. Amener le basketball vers le public, c'est l'objectif du 3 contre 3. Voilà pourquoi généralement les compétitions se jouent en plein air, dans l'ambiance de la foule. Ce basket de proximité a des règles particulières. Le 3x3, c'est 3 joueurs contre 3 joueurs, avec un remplaçant chaque équipe. Donc ça se joue sur un demi-terrain. Ça se joue pendant 10 minutes chrono. Le temps d'attaque d'une équipe est de 12 secondes. Et l'équipe qui arrive à 21 points avant les 10 minutes est déclarée vainqueur. En cas d'égalité dans le temps réglementaire, l'équipe qui marque les 2 premiers points est déclarée vainqueur. Le championnat zone 2 de 3 contre 3 se joue au Palais de la Culture et met en compétition 3 pays, à savoir la Gambie, la Guinée-Conakry et le Mali. Un honneur que FIBA Afrique fait à la Fédération malienne de basketball. FIBA Afrique a confiance au Mali, parce que les autorités du Mali font tout pour que le sport, le basket principalement, puisse se développer. En collaboration avec World Label, nous avons vu l'engouement que les populations de Bamako ont eu pour le tournoi de streetball. Et c'est ce terrain qu'on a choisi pour jouer cette compétition. Nous voulons nous qualifier directement pour l'Afro-Basket sans passer par les invitations. A noter que le tournoi se joue en hommes et les 2 premières équipes seront qualifiées pour la phase finale de l'Afro-Basket 2016 prévue au Nigeria. Puisqu'aucun autre pays ne s'est engagé en dames, le Mali est directement qualifié pour la phase finale de l'Afro-Basket. Page noire de ce journal, notre confrère Chouaïbou Traoré n'est plus. Il nous a quittés hier jeudi avant de le conduire à sa dernière demeure. Plusieurs personnalités lui ont rendu un dernier hommage. Chouaïbou Traoré a été élevé à titre posthume au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Le reportage de Abdrahman Mega. Âgé de 48 ans, Chouaïbou Traoré n'est plus. Il a été rappelé à Dieu hier jeudi. Homme intègre, grand patriote, humble, honnête et rigoureux dans le travail, autant de qualités qui ont valu à Chouaïbou Traoré d'être élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali à titre posthume par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur Chouaïbou Traoré, journaliste, fondateur de quotidien d'information Nouvel Horizon et Soir de Bamako, ancien consul général du Mali à Jeddah, Arabie Saoudite. Grand maître des ordres nationaux, en vertu des pouvoirs qui sont nôtres, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite du Mali, à titre posthume. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veuille vous accueillir parmi les bienheureux. D'abord, pardonnons-nous. Qu'Allah te mette parmi les gracieux. Né en 1967 à Ségassou, Chouaïbou Traoré a obtenu son baccalauréat en 1986 en série lettres au lycée de Ségassou. Il poursuit ses études supérieures aux États-Unis avec 2 diplômes, dont l'un en journalisme et l'autre en sciences politiques. Avec ses capacités intellectuelles soutenues par son audace et surtout son amour pour la liberté de la presse, Chouaïbou crée en 1990, avec certains confrères, le premier journal privé du Mali, dénommé Aurore. Animé du souci d'élargir son horizon professionnel, l'enfant du Kénédougou a lancé 3 ans plus tard son premier journal Nouvel Horizon, suivi en 1996 du Soir de Bamako. 20 ans durant,
Il a été pour moi, au-delà du maître et du chef, l'ami, les frères, les confidents et les conseils spirituels. Ce que je sais de lui, c'est cette spiritualité, sa profonde foi, sa droiture, son intégrité et sa profonde générosité. L'homme est connu en outre comme un journaliste, un musulman pieux, un ami vertueux, un manager exemplaire, un bosseur, un innovateur, un intellectuel rigoureux, méthodique, sérieux et intègre. Il a été un pionnier. Il était pour ses confrères le sage, le conciliateur, le réconciliateur. Il nous laisse sans voix sur la voie qu'il a tracée pour plusieurs générations de journalistes maliens. Il nous laisse un héritage, le sérieux, l'intégrité, la fierté et le sacerdoce de porter la plume. À partir de 2007 à 2010, le directeur de publication des journaux Nouvel Horizon et d'Histoire de Bamako a fait son immersion dans la diplomatie. Il devient alors consul honoraire du Mali à Jeddah en Arabie Saoudite. À son retour au Bercail en 2010, notre confrère Chouaïbou Traoré se consacra entièrement à son métier de journaliste et prend en main les destinées de son groupe de presse qu'il dote d'une imprimerie. Il m'a toujours consulté. Traoré de Sikasso, Sissoko du Caille, voyez la différence. Il est de Sikasso, je suis de Caille. Mais il m'a pris comme son propre frère, comme son consanguin. Il m'a toujours consulté à la moindre erreur qu'il veut faire. Pourtant, ses grands frères sont là. Je te consulte d'abord pour que je ne fasse pas d'erreur. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne le feront pas à son âge. Vu le bagage intellectuel qu'il a, voilà un homme affable, humble et sérieux dans le travail. Parti à la fleur de l'âge, M. Traoré laisse derrière lui une veuve, 5 enfants et toute une nation inconsolable. Dors en paix, grand frère. Chouaïbou Traoré, un homme multidimensionnel, diplomate, homme politique, surtout homme de médias, sac à dos. Devenu patron de presse, les journaux du jour ont relayé ses qualités de pionnier, éclaireur des consciences. Sori Ibrahima Keïta a parcouru les parutions du jour, revue sur le directeur de publication, fondateur du journal. La mort. Éternelle épée de Damoclès suspendue jusqu'à la survenue a frappé ce jeudi et de plein fouet la presse à travers une de ses personnalités emblématiques, Chouaïbou Traoré. Un pionnier de la presse privée range sa plume, annonce le quotidien national L'Essor. Le DIRPUP n'est plus écrit le quotidien de Diamana, Les Échos. Le directeur fondateur de Nouvel Horizon Histoire de Bamako, décédé, titre l'Indépendant. Chouaïbou s'en est allé, enchaîne Tchikan. Adieu chevalier servant de la presse, note l'indicateur du renouveau. Notre hommage au chef relève Info Matin. Tristesse et vive émotion dans la grande famille de la presse. Un pionnier de la presse libre au Mali se souvient l'Indépendant qui égrène ses 23 ans de lutte pour la liberté de presse, d'opinion et donc politique. Il L'Essor d'en témoigner. Grand défenseur d'une presse professionnelle et respectueuse de l'éthique et de la déontologie du métier, le confrère était un journaliste à la plume alerte, tourbillon d'énergie et d'émotion. Collaborateur d'une rare qualité humaine, il aura marqué ce dernier quart de siècle du paysage médiatique malien. Homme de foi et de dialogue, enchaîne Info Matin. Le confrère savait parfaitement que la mort est une dette. Aujourd'hui, il s'en est acquitté avec dignité. Le chef d'orchestre a fait ce qu'il pouvait, conclut un membre influent de la presse nationale, sorti celui-là du bain révélateur du labo professionnel du défunt. Comme pour interroger celle qui n'aura jamais raison du chef, mort, où est donc ta victoire?
Paix à son âme, demain 13h, Kadidiatou Kone. Je vous retrouve si tout va bien à 20h. Bonsoir.